Au milieu du XXe siècle, selon la source, un responsable du monde Yakuza, nommé Yoshio Kodama, pousse les liens politiques encore plus loin. Entre les années 1950 et 1960, la CIA finance secrètement des nationalistes japonais afin de lutter contre le communisme en Asie. Les réseaux de Kodama et des responsables de droite bénéficient indirectement de millions de dollars versés chaque année pour soutenir le Parti libéral-démocrate. C'est l'un des sommets d'influence décrits par la source. Pourtant, à la fin des années 2000, le contraste est brutal. La puissance des Yakuza est présentée comme très affaiblie, leurs effectifs chutent et de moins en moins de jeunes japonais veulent les rejoindre. Après les lois anti-Yakuza, les autorités intensifient la lutte contre leurs activités et proposent même à certains membres un retour vers la société. Le groupe autrefois décrit comme roi du monde souterrain se retrouve ainsi présenté au bord de l'extinction. Pour comprendre ce retournement, il faut revenir à ce que la source appelle l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus énigmatiques du monde. Souvent assimilée à une mafia japonaise, les Yakuza auraient compté jusqu'à environ 180 000 membres et existeraient depuis plus de 4 siècles. Leur histoire ne se réduit pas au tatouage. La source les décrit aussi comme des Ninkyo Dantai, des groupes criminels dotés d'un code très fort, divisés en clans ou Boryokudan. À la tête de chaque groupe se trouve un chef Loyabon. C'est à partir de cette structure, et d'origine beaucoup plus ancienne, que commence réellement l'histoire racontée ici. L'origine exacte des Yakuza reste incertaine dans la source, qui insiste sur l'absence de consensus historique et présente 4 théories concurrentes. La première ramène le récit vers la fin du Japon féodal, autour de 1612, et vers les kabukimono. Le terme est traduit grossièrement comme personne folle. Leur propre origine reste mystérieuse, mais ils sont décrits comme d'anciens samouraïs devenus ronin après les bouleversements de l'époque. Ils se distinguent par des vêtements étranges, des coiffures inhabituelles, un comportement agressif, un langage d'argot et le port constant du sabre. Ils se protègent entre eux contre toute menace, même lorsque cela implique de s'opposer à leur propre famille. La source relie cette situation à la paix de l'ère Tokugawa, durant laquelle plus de 500 000 samouraïs auraient perdu leur emploi et seraient devenus des guerriers sans maître. Certains errent alors à travers le Japon, forment des bandes et attaquent villages et petites villes. Les plus violents des kabukimono sont même présentés comme capables de tuer des innocents pour tester une nouvelle technique ou vérifier le tranchant de leur katana. Dans ce récit, leur avantage décisif est une loyauté inébranlable. Ils se défendent mutuellement et organisent leurs bandes comme des familles de sang coincés. La deuxième théorie inverse presque totalement la première pérenne. De nombreux Yakuza se seraient présentés non comme les descendants des kabukimono, mais comme leurs ennemis. Ces groupes se décrivent comme des défenseurs des opprimés et des protecteurs de la population face aux Ronin violence. Selon cette version, les kabukimono extorquent et tuent des habitants innocents pour eux. Des hommes se rassemblent alors pour les combattre, et cette union serait devenue l'une des racines des Yakuza. La troisième théorie mène vers les Bakuto, les joueurs clandestins du milieu des années 1700 pensaient. La source rattache même le mot Yakuza à une combinaison de cartes du Hanafuda pointe. R correspond à 8, Ku à 9 et Za à 3. Ensemble, 8, 9 et 3 donnent 20, une combinaison décrite dans la source comme sans valeur dans cette variante du jeu. Les Bakuto auraient commencé à employer ce mot pour désigner quelque chose d'inutile. Avec le temps, le terme aurait été associé aux actes criminels des exclus et des bandits, eux-mêmes considérés comme inutiles par la société. La quatrième théorie fait remonter une autre branche au Tekiya, des marchands ambulants présents au XIXe siècle. Ces groupes rassemblent les sans-abri, des personnes sans argent, des délinquants, et plus largement ceux qui ne trouvent pas leur place dans une société japonaise très hiérarchisée. Malgré leurs contradictions, les 4 récits présentent un point commun. Kabukimono, groupe de défense, Bakuto ou Tekiya appartiennent tous aux marges. La source est décrite comme pauvre, liée à la criminalité, ou réticent à s'intégrer dans la société dominante. Pour eux, le groupe devient une famille, un lieu d'aide, d'attention et de sécurité. C'est à partir de cette logique familiale que les Yakuza se structurent progressivement. Comme dans la mafia italienne évoquée par la source, un père symbolique se trouve au sommet et les membres s'intègrent par degrés dans le clan. Mais l'organisation japonaise ajoute un lien particulier, directement ancré dans la culture, décrite par le récit. Ce lien s'appelle Oyabun Kobun.
Il va devenir bien plus qu'une simple hiérarchie et fournir au monde Yakuza une forme durable de discipline, de protection et d'obéissance. Dans la relation Oyabun-Kobun, l'Oyabun tient le rôle du parent et du chef, tandis que le Kobun devient l'enfant placé sous son autorité. L'Oyabun donne des conseils, offre une protection et apporte de l'aide. En échange, il reçoit une loyauté et un soutien presque sans limite. Au Japon du 19e siècle décrit par la source, ce modèle ne concerne pas uniquement le monde criminel. Il peut aussi rappeler la relation entre maître et élève, entre maître et serviteur, ou entre un patron et son homme de confiance. Les Yakuza l'adoptent et en font un principe central pour eux. Cette loyauté peut prendre une forme extrême. Le Kobun doit parfois se placer en première ligne pour protéger son Oyabun, au risque de sa propre vie. Si le chef commet un crime, un subordonné peut être censé supporter la sanction et aller en prison à sa place. La source résume cette obéissance avec un proverbe célèbre dans le milieu. Si l'Oyabun affirme qu'un corbeau qui passe est blanc, le Kobun doit lui aussi dire que le corbeau est blanc, même s'il voit qu'il est noir. Cette fidélité distingue, dans le récit, la structure Yakuza des organisations criminelles où un lieutenant peut trahir son chef pour prendre sa place. La progression dans la hiérarchie n'est d'ailleurs pas présentée comme une récompense facile. Les Kobun de rang inférieur commencent par des tâches très ordinaires. Ils peuvent polir des dés, nettoyer la maison de l'Oyabun, effectuer des courses ou même garder ses enfants. L'appartenance au clan se construit donc autant par le service quotidien que par les actes spectaculaires. Un autre signe devenu indissociable de l'image des Yakuza est le tatouage couvrant une grande partie du corps indien. La source rappelle pourtant que ces marques auraient d'abord servi de punition officielle. Les autorités japonaises tatouaient les criminels afin de les identifier et de les isoler socialement, par exemple avec des anneaux noirs autour du bras à chaque infraction. À la fin du XVIIIe siècle, les Yakuza auraient retourné ce stigmate et l'auraient transformé en identité. Les dessins deviennent de plus en plus complexes et couvrent parfois le dos ou le corps entier, notamment chez les bakuto. La technique ancienne rend cette pratique longue et très douloureuse. L'encre est introduite sous la peau avec des outils rudimentaires. Même à une époque plus récente évoquée par la source, couvrir entièrement un dos du cou jusqu'au coccyx peut demander presque 100 heures. Cette douleur transforme le tatouage en épreuve de courage, de résistance et de virilité. Il devient aussi une marque impossible à effacer, qui distingue les membres du groupe Koban. La blessure volontaire prend enfin une signification métaphorique. Elle exprime visuellement l'impossibilité, ou le refus, de se fondre dans la société. Même lorsque des techniques modernes apparaissent, certains continuent d'utiliser les méthodes anciennes pour gagner davantage de respect dans le monde souterrain. Puis le Japon change rapidement. Sous l'empereur Meiji, à partir de 1868, le pays sort des derniers restes du féodalisme et se transforme en puissance industrielle. La prospérité offre de nouvelles possibilités aux Yakuza Ponte. Au tournant du XXe siècle, leurs groupes deviennent plus organisés et s'engagent dans davantage d'activités illégales. La source les place notamment dans l'industrie naissante du cinéma et du divertissement, et évoque aussi des pots de vin versés à la police, une habitude appelée à durer. L'industrialisation oblige ainsi l'organisation à se moderniser. Les Oyabun comprennent que conserver leur influence ne signifie plus seulement contrôler les rues, le jeu ou les marchés. Ils doivent aussi entrer dans la politique. La première direction idéologique décrite par la source est le conservatisme et le nationalisme. Cette transition mène à Mitsuru Toyama, personnage présenté comme le symbole de l'union croissante entre monde Yakuza et pouvoir politique. À partir de lui, la logique familiale, née dans les marges du Japon féodal, commence à se transformer en réseau, capable d'agir à l'échelle nationale. Mitsuru Toyama est présenté par la source comme l'un des hommes qui incarne le rapprochement entre Yakuza et politique. Ultranationaliste, admirateur précoce des traditions samouraïs, il entre en politique alors qu'il est encore dans sa vingtaine et participe à l'une des dernières rébellions de samouraïs contre le pouvoir de l'empereur Meiji.
La tentative échoue et Toyama est condamné à 3 ans de prison. Après sa libération, il se rapproche avec son syndicat de groupes nationalistes japonais. Cette alliance lui permet d'accroître son poids politique et, selon le récit, de donner à ses kobun l'ordre d'éliminer certains responsables de gauche qui s'opposent à ses objectifs. Après plusieurs assassinats évoqués par la source, Toyama travaille pourtant à reconstruire son image. Dans sa zone d'influence, il se présente comme une sorte de protecteur populaire et finit par obtenir confiance locale et pouvoir politique. En 1881, il crée la Genyosha, traduite dans le récit comme la Société de l'Océan Noir. Cette fédération nationaliste est décrite comme l'ancêtre de sociétés secrètes et de groupes patriotiques rassemblant notamment d'anciens Tekiya et Bakuto. À la fin du XIXe siècle, l'ultranationalisme devient ainsi, dans le récit, une composante importante de la politique japonaise et une passerelle durable entre responsables politiques et groupes yakuza. La porte ouverte par Toyama est rapidement empruntée par d'autres aspects. Au début du XXe siècle apparaissent plusieurs syndicats criminels déjà liés à des responsables politiques et à de grands intérêts économiques. À Kobe naît notamment le Yamaguchi-gumi, que la source présente comme la plus grande famille yakuza de l'histoire. Au début des années 1930, le clan élimine progressivement ses rivaux et s'impose au sommet du monde criminel. Son ascension est associée à Kazuo Taoka, présenté comme le parrain incontesté du crime organisé japonais. Sa brutalité et son obsession de l'organisation renforcent le clan durant les années 1930 et 1940. Sous son autorité, le Yamaguchi-gumi devient une structure criminelle puissante, comptant presque 13 000 membres et exerçant une influence dans 36 des 47 districts japonais selon les chiffres donnés par la source. Mais le Japon entre alors dans un conflit beaucoup plus vaste. L'attaque de Pearl Harbor entraîne la guerre contre les États-Unis. Hiroshima et Nagasaki sont ensuite frappés par les bombes atomiques américaines et le Japon capitule le 2 septembre 1945. L'occupation américaine commence dans un pays où de nombreux habitants manquent de biens essentiels, particulièrement de nourriture. Dans cette période, la source affirme que la population dépend davantage des marchés noirs contrôlés par les yakuza et notamment des réseaux du Yamaguchi-gumi pour se nourrir. Le récit insiste aussi sur l'ultranationalisme de certains clans Sunpoin. Après la guerre, les yakuza échangent leurs armes contre des outils et participent à la reconstruction, ce qui améliore leur image auprès d'une partie de la population. Cette aide crée même, selon la source, un sentiment de dette envers eux. Pourtant, à la fin de 1945, les forces américaines d'occupation souhaitent d'abord les éliminer. La situation change lorsque la lutte contre le communisme devient un intérêt commun. Les autorités américaines et certains réseaux yakuza finissent alors par coopérer contre les mouvements communistes au Japon. Cette collaboration renforce encore le monde souterrain. Des marchandises destinées au Japon, notamment du riz, passent par les marchés noirs dominés par les yakuza. Avec le début de la guerre froide apparaît un autre personnage central du récit, Yoshio Kodama. Ultranationaliste lui aussi, Kodama devient l'un des hommes les plus puissants du Japon d'après-guerre. La source le présente comme un héritier politique de Toyama. Là où Toyama avait rapproché yakuza et responsable politique, Kodama approfondit encore cette relation. Le 24 décembre 1948 marque dans la chronologie donnée par la source une nouvelle étape dans l'influence de Kodama, qui devient ensuite un intermédiaire majeur. Dans les années 1950 et 1960, la CIA finance secrètement des nationalistes japonais afin de combattre le communisme en Asie pour Asie. La source rattache ses flux à Kodama et à ses réseaux Yakuza Pompon. Elle affirme que des millions de dollars sont versés chaque année pour soutenir le Parti libéral-démocrate de droite, décrit dans le récit comme conservateur. Grâce à cette influence, les alliances entre Yakuza et ultranationalistes politiques donnent au monde criminel un poids inédit. L'occupation américaine, qui devait initialement menacer les clans, devient finalement une période de développement politique et économique. Les années 1950 marquent cependant un nouveau tournant. Le Japon retrouve progressivement sa puissance industrielle et se relève des destructions de la guerre. Le traité de paix de San Francisco, appliqué en 1952 dans le récit, met officiellement fin à l'occupation américaine. Le pays récupère rapidement sa souveraineté et son économie se redresse. Les pénuries se résorbent, les aliments redeviennent disponibles et le marché noir perd une partie de son importance. Pour les Yakuza, cette normalisation est une mauvaise nouvelle. Ils perdent les énormes profits de guerre et doivent chercher d'autres activités.
Les clans se tournent vers la prostitution, le divertissement, le jeu et surtout la drogue. La source rappelle que les stimulants n'étaient pas inconnus pendant la guerre. Des militaires japonais auraient reçu de la méthamphétamine afin de réduire fatigue et peur au combat. Produite en grande quantité, la substance reste disponible après la capitulation. Grâce à leur connexion dans les réseaux gouvernementaux japonais et américains décrits par la source, les Yakuza savent où se trouvent ces stocks et commencent à les distribuer à travers le pays. Cette nouvelle économie criminelle les enrichit de nouveau. La prostitution, le divertissement et l'extorsion apportent également des revenus importants. Dans les années 1950, les gangs se développent rapidement. La source attribue même à des responsables Yakuza l'idée de favoriser la présence des cinémas hollywoodiens pendant et après l'occupation. À la fin de la décennie, la culture du gangster américain influence même leur apparence optique. Les films hollywoodiens, présents au Japon pendant et après l'occupation, servent de modèle. Les membres adoptent des costumes sombres, des chemises blanches, des cravates et des lunettes noires. La transformation s'accompagne d'une croissance spectaculaire. La police métropolitaine de Tokyo estime qu'en 1958, il existe environ 70 000 membres de gangs Yakuza. 5 ans plus tard, en 1963, la source donne le chiffre de 184 000 membres affiliés. Elle souligne que ce total dépasse alors les effectifs de l'armée japonaise. En quelques décennies, une organisation née selon plusieurs récits contradictoires dans les marges du Japon féodal s'est donc transformée en une puissance criminelle nationale, liée au marché noir, à la politique, à l'anticommunisme et à l'économie renaissante du pays. Cette puissance se concentre aussi dans les grandes villes. À Tokyo, aucun clan n'avait jusque-là réussi à imposer un monopole durable, mais l'Inagawa Kai finit par placer une grande partie du monde criminel de la capitale sous son commandement. Le clan est fondé par Kakuji Inagawa. Son expansion l'amène presque à affronter directement le Yamaguchi-gumi de Kazuyo Taoka, mais l'influence de Yosho Kodama permet d'éviter une guerre ouverte. Le 24 octobre 1972, selon la source, l'Inagawa Kai et les réseaux liés à Taoka se rapprochent sous une architecture où Kodama joue un rôle décisif. Le monde souterrain et les accords politiques se modernisent ensemble. Kodama reste alors l'intermédiaire politique de plusieurs des plus grands groupes Yakuza du Japon pointillé. Le récit le montre placé entre deux mondes, les responsables politiques d'un côté et les forces criminelles de l'autre. Dans les années 1960 et 1970, il est présenté comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Cette position finit pourtant par provoquer sa chute. L'affaire remonte, dans la source, à 1957 et à la société américaine Lockheed. Des représentants de l'entreprise veulent vendre des avions de combat au Japon. Pour faciliter l'opération, des contacts sont pris avec Kodama, qui utilise ses connexions politiques. L'affaire comprend d'importants paiements et des soupçons de corruption. En 1976, le scandale éclate publiquement. L'opinion japonaise se retourne contre Kodama et avec lui contre une partie du monde Yakuza. Kodama est poursuivi pour fraude fiscale. La source mentionne 6,5 millions de dollars de revenus dissimulés entre 1972 et 1975, ainsi qu'un paiement supplémentaire de 3,6 millions de dollars en devises étrangères. Les manifestants se rendent devant son domicile. Même certains ultranationalistes qu'il admirait auparavant l'accusent désormais d'avoir déshonoré le Japon et lui demandent de se suicider, selon le code traditionnel qu'ils invoquent. La colère va jusqu'à une tentative d'assassinat spectaculaire. Mitsuyasu Mano, ancien acteur et militant ultranationaliste, essaie de faire s'écraser un avion sur la maison de Kodama. Il manque sa cible et meurt dans l'opération. Après le scandale, la santé de Kodama se dégrade. Il meurt dans son sommeil d'un accident vasculaire cérébral le 17 janvier 1984 à Tokyo, avant la fin de son procès. Sa disparition et l'affaire Lockheed abîment profondément l'image des Yakuza. Mais une mauvaise réputation ne suffit pas encore à détruire leur pouvoir. Au moment où Kodama décline, Kazuo Taoka reste à la tête du Yamaguchi-gumi. Il a environ 65 ans et conserve une influence immense sur une organisation qui évolue dans un monde souterrain, comptant encore près de 120 000 Yakuza, selon la source. Taoka, contrairement à Kodama, sait qu'il doit rester davantage dans l'ombre. Pourtant, lui aussi finit par être atteint. Une nuit de juillet 1978,
Taoka se trouve dans une boîte de nuit de Kyoto, avec plusieurs de ses hommes. Un jeune homme en chemise blanche se lève soudainement, sort un revolver de calibre 38 et tire sur lui. L'assaillant prend la fuite. Taoka est transporté dans une Cadillac blindée sous escorte policière vers l'hôpital Pin. Le réseau Yakuza identifie rapidement le tireur comme un membre de 25 ans du Matsuda-gumi, un clan rival actif dans l'ouest du Japon. La riposte est immédiate. Le Yamaguchi-gumi dispose d'un réseau plus vaste et retrouve les responsables adversaires. Un Oyabun du Matsuda-gumi est retrouvé, puis tué près d'une montagne à proximité de Kobe. Le conflit s'étend ensuite aux rues. Les affrontements se déroulent en plein jour, et la police elle-même semble incapable d'arrêter l'escalade décrite par la source. 5 autres clans liés au Matsuda-gumi sont frappés dans une nouvelle vague de représailles sanglantes. Taoka survit, mais ses blessures l'affaiblissent et l'obligent à se retirer temporairement. Cette absence révèle à quel point le Yamaguchi-gumi dépend de sa personne. Sans son contrôle direct, le clan se fragmente et plusieurs cadres commencent déjà à se disputer sa succession. Taoka ne retrouve jamais totalement l'autorité qui avait fait sa force. Il meurt en juillet 1981 d'une crise cardiaque, après 35 années à la tête de ce que la source présente comme le plus puissant syndicat Yakuza du Japon du XXe siècle. À sa mort, le Yamaguchi-gumi générerait plus de 460 millions de dollars par an. La nouvelle rassemble le monde souterrain. Environ 300 membres issus de 12 000 clans se réunissent à Kobe pour rendre hommage à celui qu'ils considèrent comme le roi Yabun. Des chefs Yakuza, des hommes d'affaires et d'autres figures importantes assistent aux funérailles, tandis que des fleurs arrivent de tout le Japon. La succession réserve alors une surprise. Umiko Taoka, l'épouse de Kazuo, prend temporairement la direction du Yamaguchi-gumi. Le récit présente cette situation comme sans précédent dans l'histoire de l'organisation. Fumiko sait toutefois que son rôle est transitoire. Elle doit maintenir le clan jusqu'à l'apparition d'un nouveau dirigeant masculin. Le premier choix attendu est Kenichi Yamamoto, fondateur du Yamaken-gumi, la plus grande branche affiliée au Yamaguchi-gumi Pointy. Mais Yamamoto meurt 7 mois après Taoka. La période d'incertitude se prolonge, et le clan le plus puissant du Japon entre dans une nouvelle époque où aucune figure ne possède immédiatement l'autorité absolue de l'ancien chef. Après la mort de Yamamoto, l'équilibre du Yamaguchi-gumi reste fragile. Pendant plusieurs années, près de 12 000 gangs liés au plus grand syndicat criminel du Japon se retrouvent sous une direction temporaire. En 1984, Masahisa Tekinaka est finalement choisi comme nouvel Oyabun du Yamaguchi-gumi. Durant les années 1980, ce clan et l'Inagawa Kai restent les deux grandes familles Yakuza mises en avant par la source. Le paysage n'est pourtant pas uniforme. La source évoque aussi le Sumiyoshi Kai, décrit à cette époque comme un syndicat moins centralisé et différent des structures reposant sur un seul Oyabun. De son côté, l'Inagawa Kai continue à grandir sous la direction d'Ishii. Le clan devient le plus puissant de Tokyo et rassemble près de 700 personnes impliquées dans la drogue, le jeu et l'extorsion, avec des activités étendues à une centaine de districts, en dehors de la capitale selon le récit. En seulement quelques années, cette expansion porte encore plus haut l'influence des Yakuza Pampers. Mais leur prospérité reste liée à l'économie japonaise. Au début des années 1990, le pays entre dans une crise que la source présente comme l'une des plus graves depuis 40 ans. Pour l'Inagawa Kai et pour l'ensemble du monde souterrain, les conséquences sont lourdes. Ishii peine à adapter son organisation et sa santé se détériore. En octobre 1990, il renonce à son poste d'Oyabun et prend officiellement sa retraite partielle. Il meurt environ 1 an plus tard. Après quelques années de prospérité, les revenus de l'Inagawa Kai chutent. Une longue série de scandales financiers éclate. La source associe alors le monde Yakuza à environ 288 milliards de dollars de prêts devenus irrécouvrables pendant la crise financière. Cette situation révèle dans le récit les limites d'un système où des acteurs criminels jouent un rôle économique important, tout en échappant largement aux circuits fiscaux et au contrôle public. Pour la police et le gouvernement, la pression devient difficile à ignorer. Scandales de plusieurs milliards, corruption, présence continue des Yakuza et guerres de gangs sanglantes se combinent. Les responsables policiers concluent qu'une réponse beaucoup plus dure est nécessaire.
Le 1er mars 1992, le gouvernement japonais adopte une loi destinée à prévenir les actes illégaux commis par les membres des Boryoku-danon. La source la présente comme la grande loi anti-gang dirigée contre les yakuza et les autres organisations criminelles. Pour la première fois dans le récit, les yakuza sont officiellement traités comme un problème social, nécessitant des mesures spécifiques. Les clans réagissent immédiatement. Ils organisent des manifestations et engagent plusieurs procédures contre le gouvernement. Au début, la nouvelle législation semble produire des résultats impressionnants. La police annonce que des milliers de membres quittent leurs organisations et que des dizaines de groupes sont dissous. Mais la source affirme que cette lecture est trompeuse. Une partie des membres qui disparaissent des listes restent fidèles au monde criminel. Beaucoup changent simplement de statut et deviennent des partenaires ou des associés afin d'échapper plus facilement à la surveillance. Le nombre total de yakuza baisse d'environ 10 000, mais en 1994, la source compte encore presque 80 000 membres. Près de la moitié seraient désormais classés comme partenaires plutôt que comme membres formels. L'effet paradoxal de la loi apparaît alors clairement. Elle réduit la visibilité officielle des clans, mais pousse aussi une partie du système encore plus profondément dans la clandestinité. Pour les autorités, recueillir du renseignement devient plus difficile. Plusieurs responsables yakuza promettent en outre de mettre fin aux formes de coopération qu'ils entretenaient jusque-là avec les autorités. Le durcissement légal produit enfin une conséquence plus vaste. Les marchés traditionnels du jeu et de l'extorsion rapportent moins. Pour retrouver leurs revenus et leur puissance, les yakuza doivent chercher de nouveaux territoires, de nouvelles structures et de nouvelles activités. Ils commencent donc à regarder au-delà du Japon. Au début des années 1990, cette adaptation conduit notamment à un commerce international de femmes. Ce passage vers l'étranger marque le début d'une nouvelle phase. Les clans ne cherchent plus seulement à survivre dans le monde souterrain japonais, mais à reconstruire leur économie criminelle à l'échelle internationale. L'internationalisation commence, dans la source, par l'exploitation de femmes recrutées dans plusieurs pays d'Asie. Des dizaines de milliers d'entre elles sont attirées par des promesses d'emploi et d'argent. Le récit affirme qu'une partie de ces promesses cache en réalité un système de coercition. Des femmes pauvres sont droguées, exploitées et forcées à travailler dans la prostitution et dans des maisons closes au Japon. Cette activité rapporterait des milliards de dollars chaque année au réseau Yakuza. Le trafic de drogue devient cependant un marché encore plus important. Les Yakuza connaissent déjà la méthamphétamine, depuis longtemps. La substance est produite en Asie de l'Est puis commercialisée à l'échelle internationale. Les profits contribuent fortement au redressement de certaines organisations. Les réseaux s'intéressent aussi à l'héroïne et se tournent vers l'Asie du Sud-Est. Cocaïne, stimulants ou autres stupéfiants sont recherchés dès lors qu'ils peuvent produire des revenus élevés. Dans les années 1990, cette logique conduit jusqu'au cartel colombien. La source affirme que des représentants de ces cartels entrent en contact avec le Yamaguchi-gumi afin d'organiser l'arrivée de grandes quantités de cocaïne au Japon. Pendant plusieurs années, des distributeurs liés au cartel colombien opèrent dans des villes comme Tokyo, Osaka, Yokohama et Kobe, le centre historique du Yamaguchi-gumi. Pour les autorités internationales, une alliance entre un grand clan japonais et des organisations colombiennes violentes représente une menace nouvelle. Après la Colombie, le récit décrit des accords avec la mafia russe. Moins structurés que la mafia italienne ou les yakuza selon la source, certains groupes russes n'en sont pas moins considérés comme particulièrement durs et efficaces. D'anciens membres du KGB et de la police sont présentés comme actifs dans plusieurs de ces organisations. Malgré les tensions historiques entre la Russie et le Japon, l'effondrement de l'Union soviétique développe les échanges entre les deux pays. Les réseaux criminels profitent de cette ouverture. Des voitures volées et des biens de consommation partent du Japon vers la Russie, tandis que des armes et des femmes circulent dans l'autre sens selon le récit. À la fin des années 2000, la source affirme encore que les Yakuza établissent des contacts avec la mafia new-yorkaise. Les deux parties coopèrent notamment autour de jeux clandestins. La police de New York aurait d'abord pensé que les organisations américaines refuseraient un concurrent japonais. Le récit affirme au contraire que les Yakuza sont vus comme des partenaires capables d'ouvrir de nouvelles possibilités commerciales au Japon. À la fin du XXe siècle et au début du suivant, les réseaux Yakuza sont ainsi implantés ou reliés à plusieurs pays et développent des activités transnationales.
Cette expansion apporte pourtant un problème plus profond. En travaillant avec d'autres mafias, les Yakuza changent eux-mêmes. Les dirigeants de l'ancienne génération reprochent aux nouveaux membres d'être plus violents, moins obéissants et moins attachés aux traditions. La source oppose cette évolution à l'idéal ancien d'un membre soumis à des règles, à une morale interne et à une loyauté absolue envers son clan. Un ancien dirigeant Yakuza de Kyoto, Tokutaro Takayama, est cité dans le récit pour résumer cette rupture. Selon lui, les membres des années 2000 ne croient plus réellement aux traditions ni à l'identité Yakuza, telle que la génération précédente les concevait. Les obligations, le respect et la dignité perdent leur force. Les nouveaux venus veulent ressembler davantage à des gangsters ordinaires et considèrent les anciennes coutumes comme des obstacles à la modernisation. Le monde criminel du XXIe siècle ne réclame plus, dans cette lecture, une idéologie chevaleresque, ni une obéissance absolue. Il valorise plutôt l'efficacité, la ruse et le profit. Pour la première fois dans l'histoire racontée par la source, certains Yakuza commencent à agir pour eux-mêmes plutôt que pour leur clan. Les guerres de gang qui causent des victimes civiles deviennent un des signes visibles de cette transformation. La perte de solidarité avait déjà été remarquée auparavant. En 1984, des policiers de Tokyo observent une baisse de la discipline et de l'obéissance à l'intérieur des organisations. La source relie ce phénomène au départ progressif des vieux Oyabun, ceux qui maintenaient autrefois une discipline stricte. À mesure que des chefs plus jeunes prennent le pouvoir, les structures changent. L'expansion financière et internationale se déroule en même temps que disparaissent les derniers grands patrons formés sous l'occupation et dans l'après-guerre. La nouvelle génération n'est pas décrite comme entièrement étrangère à l'ancienne, mais comme le produit d'un changement progressif. De plus en plus de membres refusent de risquer leur vie pour un Oyabun. Comme l'omerta évoquée par la source à propos de la mafia italienne, le silence absolu commence lui aussi à se fissurer. Certains membres parlent contre leur propre chef, un geste autrefois presque impensable. Accumuler une grande fortune ou réussir dans les affaires devient pour beaucoup l'objectif principal. Ce changement interne se combine avec la pression extérieure. À la fin des années 2000, la source décrit une organisation fortement affaiblie. Les effectifs diminuent fortement et les jeunes japonais sont de moins en moins nombreux à vouloir rejoindre les clans. Les lois anti-Yakuza permettent aux autorités de multiplier les mesures contre les activités criminelles, tout en offrant parfois aux membres une possibilité de revenir vers la société ordinaire. L'histoire se referme donc sur un paradoxe. Les groupes qui auraient traversé plus de 4 siècles ont survécu en changeant sans cesse de forme. Bandes marginales, familles organisées autour de l'Oyabun, alliés politiques, acteurs du marché noir, puissance nationale puis réseau international. Mais chaque adaptation a aussi éloigné les nouvelles générations des codes qui avaient assuré la cohésion des anciens clans. Dans la condition finale décrite par la source, le monde Yakuza n'est plus le roi incontesté du sous-sol japonais. Il est présenté comme affaibli, fragmenté et proche de l'extinction.